première table ronde, nous allons parler de patrimoine. En quoi le patrimoine de proximité est un enjeu de lien sur les territoires, enjeu social, enjeu économique. Pour nous en parler, j'appelle notre grand témoin, Célia Véraud, directrice de la Fondation du patrimoine, qui sera interrogée par Patrice Moyon, journaliste à Ouest France. Bonjour Célia Véraud. Bonjour. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir d'ailleurs dans ce magnifique couvent des Jacobins qui a été restauré de manière remarquable. Donc c'est le lieu effectivement pour parler de patrimoine. Ce qui frappe quand on traverse la France un peu loin des villes, loin des autoroutes, c'est l'extrême diversité, l'extrême beauté de la France, et aussi d'ailleurs toujours ce qui frappe les étrangers. Évidemment, on pense au château de la Loire, on pense à Notre-Dame de Paris, mais le patrimoine, c'est aussi une extraordinaire richesse de petits patrimoines. En quoi le patrimoine de proximité, justement, est aujourd'hui un enjeu de lien pour les territoires? Quel rôle est-ce que ce patrimoine peut jouer dans les territoires? Écoutez, la Fondation du patrimoine, elle a été créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, spécifiquement pour soutenir ce patrimoine de proximité, le patrimoine local, dans toutes nos régions. Et en faisant le constat que d'une part, il y a un besoin, puisque ce patrimoine appartient prioritairement à des collectivités. On sait en France qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont souvent très petites, donc elles ont peu de moyens. Et d'autre part, que c'est un formidable atout, plutôt qu'un problème, en fait. Parce que bon, la France, c'est un pays de tourisme, on le sait bien. Et puis, le patrimoine, il va créer des emplois, parce qu'évidemment, quand on l'entretient, quand on le restaure, on fait travailler des entreprises et des salariés. On évalue avec les instances des entreprises du bâtiment que quand on fait de la construction neuve, pour 1 million d'euros de travaux, on va employer 5 personnes. Et quand on fait de la restauration, on va employer 12 personnes. Donc, il y a un impact en emploi qui est beaucoup plus important. Et puis, en plus, on peut former des jeunes à des métiers qui aujourd'hui recrutent. En fait, ce sont des métiers qui peuvent être attractifs. Alors évidemment, ce sont des métiers de construction, des métiers manuels, mais avec une part d'artisanat, de compétences. Donc, ce sont vraiment des filières intéressantes. Puis après, il y a les retombées indirectes. Bien sûr. Alors, on parle toujours beaucoup, puisque nous, notre métier, c'est de drainer du mécénat pour le patrimoine, de la dépense fiscale. Est-ce que ça coûte aux finances publiques? Et en fait, ça rapporte plus aux finances publiques que ça ne coûte, puisqu'on évalue, nous, dans notre activité, que 1 euro de dépenses fiscales, donc d'avantages fiscaux accordés aux mécènes et aux donateurs, eh bien, ça va rapporter aux finances publiques 4,6 euros, c'est-à-dire à la fois la TVA, l'impôt sur les sociétés, etc., que cela génère, les charges sociales pour la sécurité sociale, et puis aussi le chômage évité. Une petite question quand même sur votre itinéraire. Vous êtes énarque, conseillère d'État, vous avez travaillé dans le privé. Comment est-ce qu'on devient la première femme directrice de la Fondation du patrimoine? Alors la Fondation du patrimoine, c'est une organisation de bénévoles avant tout, et qui doit représenter la diversité de la société française. Alors nos bénévoles sont avant tout des entrepreneurs, des cadres, donc il y a un effet de génération, puisque ce sont des gens qui aujourd'hui en majorité sont à la retraite. Mais voilà, il y a aussi des femmes qui travaillent en tant que bénévoles, puis moi je suis salariée en tant que directrice générale. Et dans mon parcours, c'est une manière en fait de participer à cette organisation qui est à la croisée de beaucoup de mondes différents. Effectivement, les pouvoirs publics qui soutiennent cette fondation et qui sont aussi à l'origine de sa création, les organisations non lucratives, les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, grandes ou petites, les citoyens. Donc il y a tous ces univers que l'on rassemble. Et pour moi, qui viens certes de l'administration, mais j'ai aussi travaillé dans les grandes entreprises, je trouve que c'est passionnant de sortir de son milieu administratif et puis de participer à vraiment une organisation qui est une organisation de notre société. Alors comment est née justement cette Fondation du patrimoine? Est-ce que c'est une singularité française dans le paysage européen? Alors c'est une organisation très particulière, parce que bon, c'est vraiment une fondation, donc un organisme privé non lucratif,
qui a été fondée grâce à l'apport de 14 grandes entreprises françaises, AXA, Michelin, L'Oréal, etc. Mais elle a aussi en fait été soutenue à l'origine par les pouvoirs publics, puisqu'il y a une loi qui fonde son statut. Voilà, on est un partenaire à la fois du gouvernement, des grandes entreprises et surtout des collectivités. Il faut savoir que 80% de nos projets se font dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc c'est vraiment les petites collectivités que l'on aide prioritairement. Alors comment est-ce que vous êtes structuré justement? Est-ce que c'est tous des sites de Paris ou est-ce qu'il y a une décentralisation de votre... Alors au contraire, c'est une organisation qui est très très décentralisée, puisqu'on se repose sur nos forces de terrain qui sont des bénévoles, avec des délégations dans chaque région. On a donc 100 délégués départementaux, des délégués régionaux qui les encadrent, et puis des gens qui sont sur le terrain dans chaque circonscription, on va dire, de notre fondation. Et ces gens travaillent de manière autonome, c'est-à-dire qu'ils vont avec les collectivités, les propriétaires associatifs ou privés, identifier les beaux projets, les choisir, voir avec eux les manières de les soutenir. Et on a en France des régions particulièrement dynamiques comme la Bretagne, qui en fait est notre première région cette année, qui a fait les meilleurs résultats de collecte et qui a fait un record aussi dans ses résultats de collecte. Donc on sait que la Bretagne est en général une région dynamique, mais chez nous aussi, c'est la plus dynamique de France. Donc une représentation dans chaque région française, c'est ça? C'est ça, ouais, absolument, y compris outre-mer. Et donc ensuite, à chaque délégation, d'avoir des projets, une vision un peu stratégique, c'est ça, sur son territoire? C'est-à-dire qu'on a un cadre général, on a des outils, il y a aussi des sommes que l'on va mobiliser au niveau national, par exemple comme les Jeux pour le patrimoine, que l'on a créé l'année dernière avec la Française des Jeux, avec Stéphane Bern. Mais en fait, chaque délégation va définir des priorités qui correspondent à la fois à la réalité de ces régions et puis aussi au partenariat qu'elle peut conclure avec des grandes collectivités comme le conseil régional, les conseils départementaux qui peuvent orienter l'action et puis par exemple choisir de soutenir particulièrement tel type de patrimoine ou de mettre l'accent sur tel et tel territoire qui en a plus besoin. Alors, vous avez insisté tout à l'heure sur le lien entre la Fondation du patrimoine, la restauration du patrimoine et l'économie. Vous avez parlé des métiers. Est-ce que aujourd'hui vous réussissez à attirer, on a parlé aussi beaucoup d'apprentissage, de formation ces derniers mois en France, est-ce que vous réussissez à attirer des jeunes dans ces métiers? Est-ce qu'il y a un avenir pour ces jeunes dans ces métiers? Oui. Alors, nous, on est un organisme de financement. Donc après, la question effectivement de l'emploi et de la formation des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, des gens qui seraient en reconversion dans ces métiers-là, elle appartient aux entreprises et puis aux maîtres d'ouvrage, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment les collectivités, lorsqu'elles passent des marchés publics, elles peuvent inclure des clauses dans lesquelles elles poussent les entreprises à recourir à l'apprentissage ou à des personnes en insertion, ou alors elles peuvent directement choisir de faire travailler une entreprise d'insertion. Donc le maître d'ouvrage, il a un rôle important. Et nous, on essaie de favoriser ça en accordant des aides supplémentaires et en mobilisant des mécènes au service de ces projets-là, parce qu'on sait que ces projets-là ont un impact plus important, puisque non seulement on fait travailler des salariés, mais en plus, en fait, on fait de la réinsertion professionnelle ou de la formation, donc c'est très très positif. Après, il reste que effectivement, ces métiers sont encore insuffisamment connus et valorisés. Donc, il y a des difficultés de recrutement. Par exemple, on dit dans certaines régions, des tailleurs de pierre, c'est pas facile d'en trouver. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel, qu'il faut en parler. Et on a tous un rôle à jouer, nous en tant que fondation, mais les pouvoirs publics, les médias, etc., pour faire connaître ces métiers et essayer d'attirer les jeunes. Et on va dire que dans le contexte un peu particulier, l'année dernière, faisant suite à l'incendie de Notre-Dame, tout le monde s'est dit, il y a eu un événement tragique et ça va être l'occasion d'essayer d'encore plus parler du patrimoine et des opportunités professionnelles qui y sont liées. Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment connu aujourd'hui du grand public? Alors, on était une organisation jusqu'à il y a 2-3 ans qui était essentiellement connue localement, justement par tous nos projets locaux, le rôle de nos bénévoles. Aujourd'hui, on commence à avoir une notoriété nationale grâce à notre ambassadeur préféré, donc Stéphane Bern. Et puis aussi à cause de ce qui s'est passé à Notre-Dame, sur lequel on a décidé d'agir tout de suite parce qu'on était l'organisation qui était outillée pour collecter les dons des particuliers à la suite de cet incendie, pour mobiliser cette émotion populaire très forte. Et je pense que c'est très utile, en fait, nous, d'avoir acquis
cette réputation nationale. On est un organisme de confiance, sérieux, on travaille depuis longtemps. Et les dons, les mécénats, ils n'arrivent pas par hasard. Ce n'est pas la loterie. La générosité populaire, la générosité des entreprises, elle peut efficacement être mobilisée lorsqu'on apporte des garanties de sérieux, lorsqu'on donne de la visibilité aussi, ça c'est vrai. Donc on pense que nous, on est une organisation qui peut faire ça sur le patrimoine et qui vaut mieux ça que des cagnottes un petit peu... c'est sympathique, hein, c'est très spontané, mais après on ne sait pas très bien ce que ça devient et ça crée du doute dans l'esprit du public. En matière de dons, le doute est très très nocif. Donc je pense que la notoriété qu'on a acquise, ça va nous permettre de développer plus de moyens pour le patrimoine, d'encore mieux associer le public et les entreprises, mobiliser des fonds de la société civile, et que c'est très bien parce que le patrimoine, c'est important. Comment est-ce qu'on fait des choix, justement? Comment est-ce qu'on fait des arbitrages pour se dire, là on intervient plutôt que pas? Comment ça se fait? Alors, chez nous, ces choix se font donc au plus près du terrain. Ce sont nos délégués qui vont lancer des projets donc avec leurs interlocuteurs qui sont souvent des communes ou des associations ou des propriétaires privés. Je veux dire, tout patrimoine mérite intérêt. Évidemment, il y a les monuments nationaux, les monuments historiques, donc qui sont reconnus par l'État, qui sont d'ailleurs soutenus financièrement par l'État. Nous, on s'intéresse prioritairement au patrimoine non protégé, donc qui ne reçoit pas d'aide de l'État. Il peut recevoir des aides parfois des collectivités, mais il est dans une situation plus difficile. C'est le patrimoine du quotidien. Et pour nous, on pense qu'il est tout de même très intéressant. Donc ce qui va faire la différence, en fait, c'est la capacité de mobilisation locale. Et c'est là qu'en Bretagne, on est très bon. Je pense qu'il y a un sens de solidarité et puis une envie de faire. Et finalement, ce qui sera important, donc, c'est la capacité à mobiliser la population autour de ces sites, ce qui permet donc de recueillir des dons. Donc c'est un apport financier qui va alléger la charge pour la commune. Mais ce n'est pas que l'apport financier, c'est le fait que tout le monde participe. Et donc, en donnant ou en participant aux activités, quand on fait des concerts, des spectacles, des pique-niques, etc., ça crée de l'animation dans la commune, c'est très sympathique. Puis ça montre que la population soutient le projet. Donc pour les élus, c'est plus facile aussi de voter pour consentir des fonds. Donc c'est toute cette dynamique, la participative, qui pour nous est le bon critère des projets qui vont réussir. Est-ce qu'il y a des actions que vous avez menées dans le cadre de la Fondation du patrimoine dont vous êtes particulièrement fiers, que ce soit en Bretagne ou dans d'autres régions? Alors en Bretagne, comme je vous le disais, on a des collectes qui sont très réussies. Donc cette année, sur la région, on a collecté plus de 1,7 million d'euros sur environ 15 millions d'euros au niveau national. Hein, donc c'est vraiment une très belle performance. Et on peut donner un exemple avec les cloches de Saint-Malo, puisque c'est une collecte qui a mobilisé presque 140 000 euros. Et notre fondation a ajouté une aide de 40 000 euros, ce qui fait que, en fait, après, le reste à charge pour la commune est très faible. Et donc, on voit une belle mobilisation pour un patrimoine particulier. Voilà, c'est les cloches de l'église de Saint-Malo. Alors, on a vu avec l'incendie de Notre-Dame de Paris que d'abord, il y avait une très forte émotion en France, mais aussi à l'étranger. Mais on a également découvert à cette occasion-là qu'il y avait beaucoup de monuments religieux et autres qui étaient menacés aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez une idée des besoins en financement aujourd'hui qu'il faudrait mobiliser pour le patrimoine? Alors, le travail qu'on a fait avec Stéphane Bern depuis 2017 est un travail d'abord un peu d'inventaire. Alors c'est un inventaire qui est très participatif puisqu'il se repose sur un appel à projet, sur des signalements qui sont faits par le grand public et les propriétaires. Et ça nous a permis d'identifier environ 3500 bâtiments qui seraient donc en état de péril ou de besoins importants, et une enveloppe de manière approximative autour de 2 milliards d'euros. Bon. Ça, c'est des chiffres c'est pas un inventaire scientifique, qui d'ailleurs n'existe pas en France, puisque en France, donc, l'État protège ce qu'on appelle les monuments historiques, et les monuments historiques, c'est moins de 45 000 monuments, alors qu'en Allemagne, c'est 300 000. On ne va pas dire qu'en Allemagne, il y a plus de beaux patrimoines qu'en France. Donc, ça veut dire qu'en France, l'État n'appréhende qu'une partie, c'est les plus beaux bâtiments, et puis il y a tout le reste qui n'est pas forcément recensé, dont l'état sanitaire n'est pas connu. Donc, nous, on donne cette évaluation, on va dire 3 000 à 5 000 bâtiments qui seraient dans le besoin. Ça représente donc plusieurs milliards d'euros.
c'est un chiffre qui est cohérent, par exemple, avec le budget du ministère de la Culture, c'est 350 000 € par an sur le patrimoine donc protégé par l'État. Donc, c'est des ordres de grandeur qui font sens. Alors, après, les efforts que l'on peut faire, nous, puisque notre budget aujourd'hui, c'est un peu moins de 60 millions d'euros, on va dire c'est petit par rapport à ce besoin. Mais enfin, chaque année, voilà, on arrive à remédier à un certain nombre de problèmes et on a besoin d'amplifier la dynamique, évidemment. Donc besoin de l'aide des Français, besoin du soutien des Français, des entreprises. Oui, et puis on sait que ce soutien, il existe, hein, puisque bon, Notre-Dame a créé une immense émotion, mais en 3-4 jours, hein, puisque la collecte de dons pour Notre-Dame, elle s'est vraiment faite en 3-4 jours, il y a des sommes considérables qui ont été mises sur la table, parce que tout le monde avait bien conscience que ce monument est dans le cœur des Français. Mais je pense que le patrimoine de nos villages, il est aussi dans le cœur des Français. C'est aussi ce qui représente notre pays. D'ailleurs pour nous aussi bien que pour nos visiteurs. Donc il faudra être capable de mobiliser des sommes plus importantes et je pense que c'est possible. On est à l'ère du numérique, des réseaux sociaux. Je voyais qu'il y avait une plateforme qui existe qui s'appelle Adopte un château. Il y a le crowdfunding. Est-ce que ça, c'est effectivement des leviers intéressants pour avancer dans votre domaine? Oui. Alors en fait, notre activité principale, c'est de lever du mécénat populaire. Donc en fait, c'est le crowdfunding, mais on fait ça depuis à peu près 15 ans. Aujourd'hui, il y a effectivement des outils digitaux qui permettent en fait de toucher des communautés plus larges. Parce que nous, on travaille donc au niveau local, donc on touche très facilement à la communauté des habitants, des résidences secondaires, des gens dont la famille est originaire du lieu. Et en réalité, on sait qu'on pourrait toucher des communautés plus larges et pour ça, il faut utiliser les outils digitaux. Donc évidemment, il y a les plateformes de dons sur Internet, mais nous aussi, on a un site Internet pour donner, hein, fondation-patrimoine.org. Mais on a aussi d'autres canaux avec les réseaux sociaux, les collectes via Facebook, des moyens de paiement qui sont nouveaux, comme le don par SMS. Enfin, il y a plein de choses qui se développent aujourd'hui. Et il faut utiliser ça pour toucher le public parce que tout le monde n'est pas prêt à donner de la même manière pour les mêmes montants. Et même, finalement, ce qu'on est en train de faire avec la Française des Jeux, c'est l'expérience d'une forme de don différente, c'est-à-dire une personne va acheter un ticket de loto ou de grattage. C'est un produit commercial, en fait. Et dans ce produit commercial, il y a un don. Ça, c'est une manière différente d'associer le public à l'acte de générosité. Je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui aimeraient que leur acte de consommation il ait une dimension éthique. Et donc voilà, cette expérience-là, bon, à très grande échelle, parce que la Française des Jeux, elle a une portée très, 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 très grande, donc ça fonctionne très bien. C'est quelque chose à réfléchir pour, voilà, là encore, toucher le public par d'autres manières. Donc ça, c'est une action que vous allez mener avec la Française des Jeux? Alors c'est commencé, hein, oui, puisque oui, depuis oui, 2018... oui. Mais sur le don, enfin, vous allez accentuer, essayer de le développer? Alors, ce à quoi on réfléchit, d'ailleurs on l'a déjà testé sur d'autres supports, c'est d'autres manières, à part les jeux de grattage, parce que là encore tout le monde n'aime pas jouer à la loterie ou aux jeux de hasard. C'est d'autres supports par lesquels on peut associer donc, un produit commercial à un acte de don. L'année dernière, par exemple, on a vendu avec la Monnaie de Paris des pièces d'histoire. Donc c'était une collection de 18 pièces qui chacune représente un moment de l'histoire de France. Et pour chaque pièce vendue, 1 € revenait à la Fondation du patrimoine pour des projets patrimoniaux. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a une ampleur moins forte effectivement que les Jeux de la Française des Jeux, qui touchent un public un peu plus limité, quoique on en a vendu plus de 500 000, hein, donc c'est quand même assez important. Mais ça permet de faire réfléchir aux nouvelles manières d'associer en fait le public à l'acte de don. Et d'ailleurs, avec Ouest France, à l'occasion de Notre-Dame, il y a un numéro spécial qui a été vendu, dont l'intégralité des recettes a été reversée pour moitié pour Notre-Dame et pour moitié pour des sites patrimoniaux en Bretagne, choisis avec nous. Donc c'est typiquement la même chose, c'est-à-dire les personnes qui ont acheté ce numéro étaient contentes d'avoir un magazine avec un contenu intéressant, et en même temps, elles faisaient un don. Vous avez évoqué le dynamisme de la Bretagne. Quelles sont les régions les moins dynamiques et les raisons pour lesquelles elles sont moins dynamiques justement sur cette mobilisation autour du patrimoine? Alors pendant longtemps, on a pensé qu'il était plus difficile de mobiliser dans les régions avec des grandes métropoles, comme la région parisienne ou la région Rhône-Alpes. Ça, c'est en train de s'inverser, parce qu'en fait, je dirais malheureusement, même dans ces régions très riches, il
il y a aussi du patrimoine qui est en difficulté. Donc, on a aussi une activité importante. C'est vrai qu'il y a des régions où l'activité économique est plus faible, mais ce n'est pas ça le critère. Le critère, grosso modo, c'est la présence de nos bénévoles sur le terrain. Donc ça me permet de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche dans nos axes de développement, c'est aussi de recruter, de faire venir à nous plus de bénévoles qui ont envie de nous aider pour sauver le patrimoine. Alors être bénévole à la Fondation, c'est quoi? C'est avoir une responsabilité sur un secteur ou sur une thématique. Par exemple, ça peut être les orgues ou les locomotives ou les moulins, les cloches. Voilà, on s'intéresse à un sujet en particulier. Et puis, essayer d'aller trouver des projets, de trouver des mécènes et de mettre ces gens en contact. Voilà, aujourd'hui, on a 610 bénévoles. Je pense que si on en avait 700 ou 800, ça serait bien. Et ces bénévoles, c'est plutôt des retraités, des actifs, des jeunes Alors aujourd'hui, il y a une majorité de retraités, mais il y a aussi des gens qui sont actifs et qui sont très efficaces. C'est une question de disponibilité, de temps qu'on est prêt à consacrer. Mais là encore, je parlais des nouvelles formes de dons, il y a aussi des nouvelles formes d'engagement. Et je pense que dans la société d'aujourd'hui, on n'a pas envie d'attendre que tous les problèmes soient réglés par les pouvoirs publics. Oui, on leur demande beaucoup et on leur reproche sans cesse de ne pas faire assez. Mais en fait, on a aussi la possibilité de contribuer par soi-même. On a quand même une population très compétente. Et quand on fait soi-même, on en est d'autant plus fier, je dirais, hein, que quand ça vient d'en haut. Donc c'est ça que vivent nos bénévoles, c'est ça que vivent les associations qui essaient de mobiliser sur nos projets, c'est ça que vivent les habitants d'une commune lorsque leur église ou un autre bâtiment a été restauré grâce à leur contribution, c'est qu'ils en sont d'autant plus heureux. Est-ce qu'il y a, quelles sont les relations entre les délégations régionales et la direction nationale? Est-ce qu'il y a un travail de formation aussi qui est dispensé par la délégation nationale ou pas? Alors, on recrute, on sélectionne des bénévoles un peu en raison de leur profil et de leurs compétences. Par exemple, aujourd'hui, on a dit que les enjeux du digital et de la communication étaient importants. Donc, c'est vrai que quand une personne se présente et qu'elle a des compétences professionnelles en cette matière, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, effectivement, comme faire appel à la générosité, ça ne vient pas tout seul. Il y a quand même un certain nombre de méthodes ou de techniques. On a, nous, un rôle à jouer dans la formation de nos bénévoles qu'on va devoir accentuer beaucoup. Parce que comme nos objectifs, ça va être de faire croître nos ressources pour pouvoir faire plus pour le patrimoine, il faut mettre entre les mains de nos bénévoles les bons outils pour cela. Alors, la délégation nationale, c'est combien de salariés? À Paris, nous sommes 25 salariés. C'est une organisation, et on a 70 salariés sur toute la France. Donc on a aussi des salariés qui aident les délégations de bénévoles à travailler. Vous voyez, c'est une organisation qui n'est pas très grande, mais qui arrive vraiment à démultiplier son action grâce à ce bénévolat. Alors vous avez travaillé, vous avez été directrice de cabinet de Thierry Mandon pour la réforme de l'État, justement. Ouais. Est-ce que cette expérience-là, sur la réforme de l'État, elle vous aide aujourd'hui justement à avoir peut-être une certaine agilité dans la manière dont vous conduisez votre action à la direction du patrimoine? Bon, déjà, c'est une expérience précieuse parce que notre organisation, elle travaille quand même beaucoup avec les pouvoirs publics. Donc voilà, il faut pouvoir négocier efficacement avec les différents ministères. Mais d'autre part, c'est vrai que dans une institution comme la nôtre, qui donc n'est pas de très grande taille, on a une très grande agilité, une capacité à faire. Bon, on a des salariés qui sont formidables. Et par exemple, quand Stéphane Bern a été missionné en septembre 2017 par le président de la République et qu'il a souhaité lancer donc ces Jeux pour le patrimoine avec la Française des Jeux. Bon, la Française des Jeux, c'est une très grosse entreprise. Nous, on est une petite organisation. En un an, on a fait le programme complet, inventorier les sites, les sélectionner, les financer. Je pense que c'est vrai qu'une administration, elle peut faire, mais elle a aussi des contraintes plus fortes. Donc, nous, on avait cette agilité. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut contribuer aux côtés du ministère de la Culture, aux côtés des collectivités territoriales, d'une autre manière, avec les codes du secteur privé, puisque nous, on est une institution privée, puis on travaille avec des grandes entreprises qui nous soutiennent. Donc avec tous ces codes-là, et en leur donnant confiance sur notre capacité à agir, on peut mobiliser des fonds qu'on ne mobiliserait pas par ailleurs.
pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, comme souvent, il y a eu un début de polémique justement sur le poids, sur la course aux dons de grands mécènes. Est-ce que pour vous, les mécènes justement interviennent pour finalement uniquement mettre en valeur leur image, ou est-ce qu'au contraire, ils sont moteurs justement de cette protection du patrimoine? Aujourd'hui, les mécènes avec lesquels on travaille, donc il y a un certain nombre de grandes entreprises, indépendamment de Notre-Dame ou avec Notre-Dame, c'est des entreprises qui en retirent en fait assez peu de notoriété, et parce que voilà, c'est pas Versailles, c'est pas Chambord, hein, et même à Notre-Dame, aucune des entreprises qui sera mécène n'aura son logo quelque part. Hein. Elles l'ont fait, je pense, tous spontanément, par envie de participer, de contribuer. Et en fait, ce mécénat est beaucoup dirigé vers les collaborateurs. En fait, c'est une manière pour l'entreprise de montrer aux salariés qu'elle a une forme d'engagement. Elle les implique en général soit par de la communication interne, ou alors, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est que les projets que nous, on va proposer à cette entreprise de soutenir, les collaborateurs vont voter pour les choisir. Et puis, certains vont vouloir aller sur le chantier, contribuer aussi concrètement. Lorsque donc l'incendie de Notre-Dame a eu lieu, nous, on est donc une petite organisation. On a reçu 230 000 dons, dont plusieurs dizaines de caisses de chèques. Donc, il a fallu traiter tout ça. Bon, on a des bénévoles de chez AXA, de chez Total, qui travaillent à la Défense. Nous, on n'est pas très loin, qui sont venus chez nous pour nous aider à faire. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, la motivation des entreprises aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'un de nos principaux mécènes, qui est la Fondation Total, choisit des sites qui sont à proximité de leur site d'exploitation, hein, là où il y a des salariés. Donc, merci. Pardon. Merci à vous. Je suis obligée d'écourter, c'est un peu court. Mais il y a peut-être des questions dans le public, si vous voulez bien. Il y a des hôtesses avec des micros. N'hésitez pas à vous lever la main et on passera le micro dans la salle. Vous pouvez juste exprimer votre amour du patrimoine. Alors, une dernière question, Patrice, éventuellement, sinon. Oui, est-ce que vos priorités de 2020, est-ce qu'il y a deux ou trois projets qui vous tiennent à cœur? Alors donc, au global, nos priorités, ça a été de faire croître nos ressources. Entre 2017 et 2020, on a doublé notre budget. Voilà. C'est de recruter des bénévoles, donc. Et puis, c'est de développer aussi des outils digitaux pour être plus efficace et aller plus loin. Puis après, les projets qui nous tiennent à cœur, ils sont un petit peu partout. Hein, donc, ce qui nous paraît important, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Notre-Dame, qu'on puisse dire, vous l'avez mentionné, que en fait, les petites Notre-Dame, elles sont partout en France. Et de ce fait, on a créé une collecte particulière qu'on a appelée Plus jamais ça, qui est un peu une formule choc, consistant à dire ce qui s'est passé à Notre-Dame, on ne veut pas que ça se passe ailleurs. Or, on sait, on a vu que ça se passe ailleurs. Hein. Par exemple, en Bretagne, il y a eu des effondrements de remparts, il y a eu des belles maisons à pans de bois qui ont brûlé, etc. Donc, ce qu'on voudrait aujourd'hui développer, c'est une action nouvelle qui consiste à agir sur la prévention. Parce qu'en matière de patrimoine, souvent on finance la restauration lorsqu'il est trop tard et ça coûte très cher. Donc, est-ce qu'on ne peut pas financer de la prévention et de l'entretien qui permettra d'avoir les bons systèmes de sécurité incendie, d'éviter, quand il y a des infiltrations, que ça se propage, que ça crée des champignons, que ça provoque des destructions de toitures, etc. Pour nous, c'est un axe d'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui est très frappant pour les esprits ou prestigieux, mais je pense qu'en termes de gestion publique, pour le coup, des gestions des fonds, c'est très, très vertueux. Alors, il y a une question qui nous est arrivée par SMS. La privatisation de la Française des Jeux a-t-elle changé quelque chose? Alors, pas du tout, dans la mesure où le lancement des Jeux pour le patrimoine, il a été conçu avec la privatisation de la Française des Jeux en tête. Donc, légalement, même privatisée, l'entreprise est toujours tenue d'organiser ces Jeux et de nous reverser les fonds qui correspondent. Hein, donc, ça ne change rien. Et je dirais même que c'est plutôt dans la perspective de développement de cette entreprise. Aujourd'hui, cette entreprise donc, est détenue par des actionnaires privés. Et elle veut continuer à contribuer à l'intérêt général. Donc nous, on est une forme de contribution à l'intérêt général. Merci. Il y a une question là, je crois. Le micro arrive.
Oui, bonjour. Oui, ma question, c'est par rapport aux dons des particuliers. J'ai parfois l'impression que le don se fait et qu'ensuite, il n'y a pas de suivi par rapport justement à l'engagement qu'on a pu avoir par rapport à ce patrimoine. Donc, est-ce qu'il y a il y aurait possibilité de laisser des adresses mail, une newsletter qui donne l'évolution en fait des travaux et qu'on ait quelque chose de vivant quoi, par rapport à ce qui se passe. Ouais, ça donne du sens en fait au don. Vous avez tout à fait raison de poser cette question, puisqu'on dit ça régulièrement à nos bénévoles. En fait, le suivi, il est fait dans le sens où, à la différence d'une cagnotte de dons, où quand on collecte des dons via une cagnotte ou une plateforme qui est en fait une start-up privée, bon, bah, les fonds vont être versés directement, puis après, on ne sait pas ce qui va en être nous. En fait, on fait un suivi assez rigoureux, puisqu'on ne va verser les fonds à l'association ou à la mairie ou au propriétaire privé qu'une fois les travaux réalisés au vu des factures. Donc, on est sûr que les travaux sont faits et que le projet est qualitatif, donc il répond aux exigences de qualité qui ont été posées au départ. Après, là où on a nettement besoin de s'améliorer, comme vous le dites, c'est pour faire savoir au public, aux donateurs, à quoi a servi son don, où en est le chantier, et à l'associer à tout ce projet, et d'une certaine manière à lui raconter toute cette histoire. Parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure des nouvelles manières de faire venir le public, de l'intéresser. Le patrimoine, c'est aussi quelque chose de passionnant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a démontré Stéphane Bern. Lui, il raconte l'histoire de France, l'histoire du patrimoine, et ça passionne tout le monde. Donc, raconter les histoires, valoriser le patrimoine, ça fait partie de nos missions statutaires, mais on ne l'a pas beaucoup développé. Et il faut aujourd'hui qu'on mette des moyens, effectivement, pour mieux associer. Alors, il y a des délégations qui le font en envoyant effectivement des newsletters par mail, par exemple. Mais c'est vraiment des choses à développer, vous avez raison. Merci. Merci Célia Véraud. Merci Patrice. Merci. Et je vous invite à rester...